D'abord, je voudrais remercier les organisateurs et surtout Jean-Claude Halt, puisque c'est grâce à lui et grâce à des dizaines ou des centaines de personnes comme lui que le journal vit ou survit depuis maintenant 15 ans. Je commencerai par une déclaration de Marisol Touraine sur France Inter dans l'entre-deux-tours des municipales. C'était le vendredi 28 mars 2014 et la ministre socialiste déclarait ceci. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Je crois que c'était en débat avec Jean-François Copé. Je ne suis pas sûr de son interlocuteur, peut-être Laurent Wauquiez, peut-être ils sont assez interchangeables, mais je ne me souviens plus de l'interlocuteur. Dimanche dernier, quand on interroge un certain nombre de salariés pour leur demander pourquoi ils n'ont pas voté à gauche, ils nous répondent « vous donnez trop au patronat ». Donc là, il y a une certaine lucidité de la part de Marisol Touraine. Second élément, le président de la République s'est engagé à faire ce dont on parle depuis longtemps, c'est-à-dire baisser le coût du travail, et ce n'est pas facile, et c'est un acte de courage, parce qu'effectivement, entre le moment où on décide d'enlever des milliards de cotisations pour les entreprises, de verser des chèques, ce sera au mois de mai, à toutes les entreprises, 4% de masse brute salariale versée. À ce moment-là, les emplois ne sont pas encore créés. Et je voudrais au moins que vous reconnaissiez ce courage-là, qui est de dire oui, je baisse le coût de travail, parce qu'il y a une question de compétitivité en France, et c'est la gauche qui le fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve ça encore plus courageux et audacieux, parce que ce retour des emplois que nous allons avoir, les contrats d'hier, mais aussi les paquebots construire Saint-Nazaire, qui vont créer des emplois pendant 5 ans ou 10 ans maintenant, ces emplois-là arrivent parce qu'une annonce forte est faite et que le patronat ne met pas en doute que le coût du travail va baisser. J'en entends parler depuis des dizaines d'années et on le fait maintenant. C'est difficile, c'est audacieux, c'est courageux. Vous voyez ? C'est-à-dire, le courage pour un ministre de gauche, c'est de mener une politique de droite. Vous voyez ? Mais ça, on ne peut pas dire que ça soit franchement nouveau. Ça fait 30 ans que ça dure. Ce courage me rappelait cette phrase de François Hollande, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, nous constatons que le déficit prévisionnel de nos régimes de retraite pourrait atteindre 20 milliards d'euros à la fin de 2020. Des choix courageux devront être faits dans l'année. Donc les choix courageux, c'est bien sûr de s'attaquer au régime de retraite. C'est-à-dire que le courage pour François Hollande, c'est pas de s'attaquer à la finance comme il l'avait promis lors de la présidentielle, c'est pas de s'attaquer à l'austérité allemande, c'est pas de s'attaquer à l'Europe de Bruxelles, mais c'est de s'attaquer aux salaires, aux salariés, aux cotisations sociales, au régime de retraite et ainsi de suite. Alors, au moment où je lisais, au moment où j'entendais ces déclarations, j'étais en train de lire un bouquin de Henri Guillemin qui s'appelle l'affaire Pétain. Henri Guillemin étant un historien catholique de gauche et qui écrit un bouquin sur ce qui se passe en 1940. Bon, moi, finalement, quand on connaît pas bien l'histoire, quand on la regarde de loin, on croit que c'est naturel que Pétain arrive au pouvoir, c'est naturel qu'il y ait un armistice, c'est naturel qu'il y ait cette poignée de main à Montoire. Bon, tout ça paraît logique, on a perdu et puis c'est tout. Ce que démontre Henri Guillemin, c'est qu'il y avait des tas d'autres choix possibles pour l'armée française que de signer cet armistice puis de capituler. Enfin, c'était par exemple de faire partir ses troupes et sa flotte en Afrique du Nord et de continuer la guerre depuis l'Afrique du Nord. Et que de l'intérieur, il y a des hommes qui ont lutté pour que ça se fasse pas, pour qu'on parte pas en Afrique du Nord pour poursuivre la guerre contre les Allemands, que alors, le chef de cette ligue-là était le maréchal Pétain, qui a tout fait de l'intérieur pour empêcher le départ des troupes, pour miner ce projet, et il était soutenu par une presse. Et que disait cette presse ? Elle disait « Regardez, il y a des gens courageux, voilà, qui ont ce courage d'accepter pleinement la défaite et d'aller serrer la main, ensuite serrer la main à Hitler et accepter la défaite, capituler, quoi. Tandis qu'il y a des inconscients, des fous, qui, eux, prétendent continuer à combattre. Je ne dis pas que François Hollande soit le maréchal Pétain, mais je dis que dans la logique, il y a une proximité. Abaissez-vous devant les forts et vous serez courageux. Frappez les faibles et là, vous serez courageux. Vous voyez un peu ? Et donc, je pense qu'il y a une logique. Alors, je dis, ça fait 30 ans que ça dure. Le premier point qu'on peut peut-être... Je souhaiterais mettre en lumière un certain nombre de dogmes. J'ai écrit ce truc rapidement pour aujourd'hui. 4 dogmes, on va dire, qui me paraissent nécessaires de remettre en cause. Le premier, ça serait le libre-échange. Le deuxième, ça sera l'euro et l'Europe. Le troisième, ça sera payer ses dettes. Le quatrième, ça sera la croissance. Je ne sais pas si je vais prendre dans cet ordre-là. Je peux commencer par la banqueroute d'ailleurs, puisque c'est là-dessus qu'on m'a interpellé au départ. Il y a ce discours, on relate ce discours au début du livre Vive la banqueroute. C'est dans l'air avec Yves Calvi.
Le seul enjeu de 2012 ne doit-il pas être la réduction de la dette française et les moyens proposés pour y arriver? Nicolas Bavrez du Point. Oui. Nicolas Bétou des Échos. Si. Jean-Pierre Gaillard de LCI. Bah oui. Philippe Dessertine qui écrit dans Libération. Bien sûr, c'est bien tout le problème. Yves Calvi. Tout le monde est d'accord. Nicolas Bavrez. Il n'y a pas d'alternative au désendettement de l'État. Vous voyez, le pluralisme démocratique est quand même assuré quand on a ainsi une pluralité d'opinions, une véritable diversité, un débat où les idées s'entrechoquent. Là, ce qui domine dans ce discours, c'est ce que j'appelle le c'est comme ça. Vous savez, c'est la phrase qui contient sans doute la plus de résignation. Ils nous disent regardez la réalité en face. Qu'est-ce que c'est? Si on regarde la réalité en face, on nous renvoie juste la réalité. Et voilà, finalement, c'est ce qui nous empêche de penser. C'est comme ça, c'est pareil. C'est une tautologie. Le ça renvoie au ça. Et puis on n'en sort pas et il devient interdit de penser. Donc contre le c'est comme ça, il est nécessaire de se demander, bon, d'abord, ailleurs, ça a pu être autrement. Alors ailleurs, c'est l'Islande, je pourrais revenir sur ces cas-là. Ailleurs, c'est l'Argentine. Ailleurs, c'est la Bolivie. Il y a eu d'autres modes de règlement de la dette. Mais même, je dirais, dans notre histoire, ça a été fréquemment différent. Et c'est le pari qu'on a fait avec un agrégé d'histoire et avec par ailleurs une série d'intervenants, un infirmier au chômage, enfin vous voyez, un menuisier, ce genre de personnes de profil-là, c'est de relever tous les cas dans notre histoire où il y a eu une remise en cause de la dette et où on n'a pas payé nos dettes et où finalement la France est encore debout. Alors le premier cas qu'on a relevé, je vais vous en faire 2-3 comme ça, le premier cas qu'on a relevé, c'est Philippe le Bel. Philippe le Bel, en 1307, il a un gros problème de dette. Alors le premier moyen qu'il trouve pour régler la dette, c'est finalement une dévaluation, puisqu'il introduit, il me semble, du cuivre à l'intérieur des pièces d'or. Et voilà, mais l'Église n'est pas contente parce que ça fait chuter, on verra, on pourra y revenir sur l'usage de la monnaie, mais l'introduction d'une manière d'évaluer les possédants sont pas contents. Le principal possédant à l'époque, c'est l'Église, elle n'est pas contente. Donc il faut que Philippe le Bel trouve un autre moyen. Il décide d'aller chez les riches pour piquer leur vaisselle en or, mais bon, ça suffit pas. Donc il trouve encore un autre moyen. Il dit finalement, auprès de qui je dois de l'argent? Je dois de l'argent auprès d'un ordre. Cet ordre s'appelle les Templiers. Bon, ils ont des immenses commanderies, des domaines colossaux, ils ont le trésor du roi. Et il dit, mais il paraît que ces Templiers, ils crachent sur la croix. Il paraît que ces Templiers, ils s'enculent. Enfin, un certain nombre de choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment pas bien ce qu'ils font les Templiers. Résultat, qu'est-ce qu'on dit? On dit les Templiers sont hérétiques, ceux qu'on appelait les banquiers de l'Occident. Je les prends, je les brûle, et mon problème de la dette est temporairement, en tout cas, réglé. Mais il y en a plein, des cas comme ça alors, ensuite vient, par exemple, Henri II. Henri II, vous savez, il y a une logique en ce moment qui est de dire too big to fail pour les banques. Elles sont trop grosses pour chuter. Henri II inverse la logique. On est un peu dans une situation qui est comparable aujourd'hui, à savoir que c'est l'Espagne qui fait banqueroute aux alentours de 1550. L'Espagne fait banqueroute. Alors je dis comme aujourd'hui parce qu'il me semble que le maillon le plus faible aujourd'hui en Europe, c'est l'Espagne. L'Espagne fait banqueroute et derrière, ça produit des banqueroutes en série dans les villes italiennes, dans les villes allemandes. Et à ce moment-là, le Royaume de France pourrait très bien se déclarer en banqueroute à son tour. Henri II le fait pas. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte encore plus aux banquiers. Pourquoi? Il se dit, les banquiers vont avoir tellement peur que je fasse faillite que c'est le moment que j'en prenne un maximum. Comme ça, vous voyez, donc il s'endette, il s'endette encore plus. Et les banquiers osent rien dire. Parce que bon, alors là, on pourrait se dire, normalement, François Bayrou apparaît et dit, et les générations futures. Vous voyez? Bon. Henri II fait un grand bras d'honneur aux générations futures et son fils François II va entre autres résoudre le problème de la dette en procédant à un tirage au sort. On procède à un tirage au sort et les rentiers et les banquiers ont une chance sur 3 de se faire rembourser. Vous voyez? Vous imaginez la même chose avec la Grèce. Bon, cette année, BNP Paribas n'a pas de chance. En revanche, la Dresdner Bank s'en sort un peu mieux, ainsi de suite. Bon. Le meilleur, celui qui le fait le plus sérieusement, c'est Sully. Sully est donc ministre de Henri IV.
à la fin des guerres de religion, la France est exsangue. Les guerres, c'est toujours un facteur d'endettement. Comment Sully résout le problème de la dette? D'abord en l'analysant. C'est-à-dire que le premier audit de la dette, c'est Sully qui procède à ce premier audit de la dette. Ensuite, il décide d'éliminer un certain nombre de dettes qui lui paraissent trop vieilles, déjà réglées plusieurs fois. Ou alors, par exemple, les Suisses, on avait besoin de leurs mercenaires. Mais maintenant que les guerres sont terminées, on n'a plus besoin des mercenaires suisses. Donc, je ne paye plus les Suisses. Vous voyez, il procède à... Bon, l'Angleterre, on a une dette à l'égard de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va marier une fille du roi, ça sera mieux. Voilà, il y a un certain nombre... Il procède comme ça à une élimination d'un certain nombre de dettes qui permettra, au fond, le premier New Deal en France. C'est Sully qui va le lancer avec des constructions de canaux, une rénovation de Paris. Et donc, on va avoir une période de prospérité. Mais cette période de prospérité va avoir pour fondement un non-règlement de la dette. Bon, dans notre bouquin, on montre jusqu'aux périodes les plus récentes, c'est-à-dire l'après-guerre, hein, puisque dans l'après-guerre, il y a un choix qui est opéré, qui est un choix à faire entre l'inflation ou pas d'inflation. Et le choix qui est opéré par le général de Gaulle sous la pression, notamment des communistes, c'est le choix de laisser filer l'inflation, de ne pas combattre, de ne pas bloquer les prix et les salaires. Si on avait bloqué les prix et les salaires, ils pensent que ça aurait bloqué l'économie et que ça aurait... Bon, là, maintenant, le choix qui est fait est un choix rigoureusement inverse, puisque aujourd'hui, tout est fait pour ne pas avoir d'inflation. L'inflation, c'est une manière, comme disait Keynes, d'euthanasier les rentiers. C'est-à-dire, plus il y a d'inflation, plus ceux qui perdent... Là, on nous raconte en permanence que ceux qui perdraient, ce seraient les salariés, si jamais il y avait de l'inflation. Normalement, il y avait un truc on le raconte dans un de nos papiers, jusque 1983, qui était l'indexation des salaires. L'indexation des salaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement le SMIC qui était indexé sur l'inflation. Quand il y avait 10% d'inflation, il n'y avait pas que le SMIC qui augmentait de 10%, mais l'ensemble des salaires augmentaient. C'était un accord tacite, hein, il n'y avait pas de loi, mais dans un accord tacite entre les syndicats, le patronat et l'État, il y avait une augmentation de l'ensemble des salaires de 10%. Ce qui fait qu'en vérité, et généralement même les salariés devançaient les 10%, ils étaient obtenus par avance sur l'inflation qu'on prévoyait d'avoir. Vous voyez, ce qui fait qu'en vérité, c'est pas les salariés du tout qui étaient pénalisés par cette inflation, mais c'était les rentiers, puisque les rentiers avaient, eux, des taux d'intérêt qui n'atteignaient pas les niveaux de l'inflation. Donc ça veut dire que tous les ans, l'argent qui se trouvait en banque, on y perdait. Vous voyez. Donc, pardon ? Voilà, et donc ils avaient intérêt, on n'avait pas intérêt à garder son argent, on avait intérêt à l'utiliser. Et donc il y a eu un moyen de résoudre tout ça. Le grand basculement pour moi, de toute façon, sur toutes ces questions, ça va être en 1983. En 1983, est fait le choix de désindexer les salaires, voire on dit même de désindexer la société française dans son ensemble. Je pourrais rentrer dans les détails pour expliquer comment ça s'est produit. Est fait le choix aussi d'avoir un franc fort qui deviendra plus tard un euro fort, c'est-à-dire là s'opère. Je me trouvais la semaine dernière un colloque à Bruxelles qui s'intitulait à propos du grand marché transatlantique, sur lequel je reviendrai. Donc je passe à ma deuxième idée, j'en saute une, mais je reviendrai sur l'euro, l'Europe. Je me trouvais un débat sur le grand marché transatlantique où le thème du colloque était la démocratie en péril. Et vous voyez, c'était comme s'il fallait en permanence à gauche qu'on ait peur que le prochain texte vienne signer la mort de la démocratie. Moi, je ne crois pas que la démocratie soit d'ores et déjà morte, je ne serais pas aussi catastrophique, mais il me semble qu'elle est en sommeil. Elle est en sommeil depuis 1983, c'est-à-dire que le dernier moment où on a pu opérer un choix majeur sur le terrain économique ou social, c'est 1983. En 1983, le pouvoir politique prend une décision très importante, qui est de ne pas sortir du système monétaire européen, de ne pas utiliser ni l'outil monétaire, ni l'outil commercial pour poursuivre une expérience. Je ne dis pas une expérience socialiste, mais pour poursuivre une expérience. Alors, on raconte en détail comment ça s'est décidé, parce que c'était pas du tout gagné. Vous savez, il y a ceux qui disent que Mitterrand, de toute façon, c'était un homme de droite, qu'il arrivait au pouvoir et qu'il savait d'ores et déjà qu'il allait faire une politique de droite. Or, au lendemain de municipales qui sont un peu moins catastrophiques que celles qu'on vient de vivre pour la gauche, enfin pour le Parti socialiste, mais qui sont quand même un peu mauvaises en 1983, François Mitterrand convoque Pierre Mauroy et lui dit « Maintenant,
je veux que tu restes à Matignon, mais je veux que tu mènes une autre politique, parce qu'il y a un débat depuis un an et demi au sein du PS pour savoir quelle politique il faut mener. Je veux que tu mènes une autre politique, je veux que tu sortes du système monétaire européen et que tu mettes en place des barrières commerciales. Et là, Pierre Mauroy a dit non, je ne saurais pas faire, je ne suis pas l'homme de cette politique. Et à ce moment-là, les dés sont relancés au sein de la gauche. Mitterrand s'appuie sur Fabius qui fait le choix de rejoindre le camp de Attali, Camp dessus, Delors et ainsi de suite, qui prône une non-sortie du système monétaire européen et le refus de toute forme de protectionnisme. Donc là, c'est le dernier moment où finalement s'est opéré un choix majeur. Depuis ce temps-là, on ne fait que faire ce que souhaite Marisol Touraine, c'est-à-dire avec audace et avec courage, s'adapter à être plus compétitif. Plus compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller plus vite et plus loin sans qu'on se demande dans quelle direction. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'à partir de 1983, on a renoncé à 2 outils. Le premier outil, c'est l'outil monétaire. Et je pense que ça pose pour nous la question de l'euro. Mais ça veut dire que si on sort de l'euro, quel choix monétaire on effectue néanmoins? Et la deuxième question, dont je suis plus spécialiste, c'est ce sont les barrières douanières, les outils protectionnistes. Jusqu'en 1981, la gauche française était tout à fait consciente qu'il n'y avait pas d'expérience politique, d'expérience progressiste qui pouvait être menée sans protection commerciale. La 20e proposition du candidat François Mitterrand à la présidentielle, c'est de ramener en dessous de 20% le taux d'ouverture de l'économie française. Voilà, il faut limiter l'ouverture de l'économie française. Il ne faut non pas s'ouvrir au monde, mais en limiter l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'on sait que si jamais on procède, et c'est ce qui va se produire, à une relance keynésienne en France, c'est-à-dire en s'appuyant sur les salaires, en s'appuyant sur des conquêtes sociales, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça pénalise de fait les entreprises françaises. De fait, si aujourd'hui vous menez des expériences progressistes en France, en relançant, en augmentant le SMIC, en passant le SMIC à 1200, 1300, 1400 euros, en ensuite réduisant le temps de travail, ce qui me paraît absolument nécessaire avec un mois de congé. Nous, à Faki, on est pour un mois de congé supplémentaire. Ou bien en disant que voilà, il y a des normes écologiques plus drastiques à mettre en œuvre. Évidemment, vous pénalisez la compétitivité française. Et donc, dans ce cadre-là, il faut y renoncer. Et c'est ce qu'on fait depuis toujours, enfin depuis 30 ans. On renonce à la moindre expérience positive en se disant ben voilà, ça va pénaliser la compétitivité. Moi, le premier cas que j'ai eu à faire de délocalisation, mais qui était une bonne illustration que ça, c'était en 1999 à Amiens. J'étudiais c'était Whirlpool. J'ai vu tout vu en matière de délocalisation. Même les chips sont partis de Picardie. Donc vous voyez, pour que même les chips partent, les chips Flodor. Donc là, c'était la première fois que je me retrouvais face à un dossier comme ça. C'était les lave-linges Whirlpool. Je me retrouve à une réunion organisée par les syndicats et qui disent voilà, il y a un coup de tonnerre, c'était le titre du courrier Poucard, coup de tonnerre sur l'emploi, vous voyez, ça tombait du ciel. Gilles de Robien avait déclaré que c'était une fatalité. Les syndicats disaient que c'était une mesure irrationnelle, une décision incompréhensible. Bon, je demande à la fin de la rencontre à l'un des syndicalistes de la CGC, mais en fait, pourquoi ils délocalisent? Et le gars me dit, bon, écoute, si tu veux comprendre, tu lis ça, puis tu lis ça. Il y avait un rapport de la direction, il y avait un rapport de Secafi Alpha, qui est une boîte qui fait des audits pour les syndicats. Et donc, il me dit, voilà, donc je passe un excellent week-end à étudier le marché du lave-linge top, le marché du lave-linge facial, et ainsi de suite. Mais il y a une donnée qui est convergente dans les deux rapports, c'est que le coût de main-d'œuvre dans un lave-linge produit à Amiens est de 12%, tandis qu'il est de 4% dans un lave-linge produit en Slovaquie, à Poprad. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien d'irrationnel. C'est pas un coup de tonnerre qui s'abat sur l'emploi. C'est une décision logique, rationnelle des patrons de décider de délocaliser de Amiens vers Poprad. Donc je suis retourné voir le gars et je lui dis bah alors qu'est-ce que vous comptez faire? Il me dit bon, on compte aller mettre des étiquettes Made in Picardie ou Made in France chez Darty. Bon, je trouve c'est vrai ça. J'étais jeune donc je me suis tué, mais je me suis dit mais vraiment là il y a une hémorragie puisqu'il s'agit pas seulement des lave-linges, mais bon il s'agit des pneumatiques, il s'agit de plein de domaines, de la métallurgie, des robinets, de tout ça. Et eux qu'est-ce qu'ils proposent? C'est d'aller
coller des étiquettes, c'est vraiment mettre un autocollant sur une hémorragie. Et donc voilà, donc là, je me suis mis à réfléchir, j'avais une petite idée qui me trottait en tête quand même, je me disais, mais pourquoi il n'y a pas des barrières douanières, pourquoi il n'y a pas des choses comme ça? Et de fait, je vais le faire brièvement, mais ceux qui ont mis en place ce système, il y avait 19 usines Whirlpool au niveau de la petite Europe en 1989, vous voyez. Aujourd'hui, il en reste 7, il me semble, au niveau de la grande Europe. C'est-à-dire qu'à l'époque, chaque nation avait son site de production. Et maintenant, c'est un site de production à l'échelle de tout le continent, vous voyez. Et ce que je découvre, parce qu'il faut faire le lien entre ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on lit dans les bouquins et tout ça, c'est qu'en fait, ça a été tout à fait pensé. Les avantages ont été pleinement pensés par exemple, Vice-Dekke, qui était le PDG de Whirlpool et qui passe dans une émission La marche du siècle de Jean-Marie Cavada en 1991. Vice-Dekke était donc le patron de Whirlpool, mais était aussi le patron de l'ERT, de la European Round Table, qui est le principal syndicat des patrons européens. Et en 1991, interpellant Jacques Delors, il lui dit, bon, bah, maintenant, ce qu'il faut, c'est construire la monnaie unique et c'est construire des autoroutes qui traversent toute l'Europe et où les camions n'ont pas à aller à 50 à l'heure. Vous voyez? Pourquoi, à ce moment-là, Vice-Dekke propose ça? Pourquoi? Parce que déjà, ils ont abattu les barrières douanières. Ça va être l'Europe de 92. Donc, c'est déjà fait. En 91, c'est déjà fait. Maintenant, il leur reste 2 barrières à abolir pour pouvoir faire circuler leurs marchandises plus simplement. La deuxième barrière, c'est la barrière monétaire, de ne pas avoir à faire de change. Bon. Et la dernière barrière, c'est la barrière physique. La barrière physique, c'est-à-dire que si jamais les lave-linges qui sont produits à Poprad, ils mettent 15 jours pour arriver en Picardie ou sur les marchés de consommation, et que en plus il y a des chauffeurs routiers à payer cher avec des nuits, des machins, des tas de réglementations et tout ça, c'est pas rentable pour eux cette Europe-là. Donc il faut une Europe où les marchandises puissent circuler librement. Si on veut transformer d'un site national en un site de production de lave-linge national en un site de production européen, il faut que les marchandises... Donc qu'est-ce qui va se mettre en place là? Puisque Jacques Delors, en direct à la télévision, approuve toutes les demandes faites par la European Round Table, c'est de dire oui, je pense que l'union monétaire, c'est absolument une nécessité, premier point. Et deuxième point, oui, on va vous construire 24 000 km d'autoroutes. Pourquoi? Parce que comme ça va pouvoir aller, les marchandises vont pouvoir aller plus vite. Et on va vous construire le tunnel sous la Manche. Enfin, vous voyez, un certain nombre d'infrastructures comme ça qui permettent aux personnes éventuellement, mais surtout aux marchandises, de circuler nettement plus vite. Donc oui, alors, tout leur savoir-faire, ils nous l'ont pas vendu comme ça. S'ils nous avaient vendu ça en disant voilà, l'objectif c'est juste de pouvoir supprimer 17 usines au niveau européen, bon ça n'aurait pas marché. Donc comment ça a été vendu? Ça a été vendu en disant voilà, c'est la prospérité, c'est la paix, c'est la joie entre les peuples, c'est tout ça. Maintenant, quand on lit leur littérature, je vais essayer de retrouver ce passage. Quand on lit leur littérature, il y a des moments que j'aime bien. Page 66. On a ça. Donc c'est Gary Becker, qui est un économiste américain. Il écrit dans Business Week et il est écrit en 1993. C'est-à-dire que là, c'est le moment, je vous parlais du moment où va être signé le traité de Maastricht, en 1992. La séquence avec Jacques Delors, en fait, annonce l'ouverture des négociations à Maastricht. C'est un coup de poing mis par la European Round Table pour arriver à Maastricht. Là, on a quand même 2 histoires parallèles, puisque ici, on a l'unification du continent européen. Aux États-Unis, on a l'unification du continent nord-américain avec l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, au même moment, Canada, États-Unis, Mexique. Et à ce moment-là, Gary Becker écrit ceci. Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. Vous voyez,
C'est-à-dire que pendant qu'on y dit la joie, la prospérité, les échanges de culture, il faut du métissage, vous voyez, ce genre de baratin, eh bien, que dit Gary Becker? Lui, il est tout à fait conscient des avantages qui vont être produits par ce libre-échange. C'est quoi? C'est la baisse du coût du travail et la baisse des normes environnementales, vous voyez, qui commencent à émerger. Alors, sur le terrain environnemental, il y a par exemple... j'aime bien cette citation aussi de Lawrence Summers, qui est alors Chief Economist à la Banque mondiale. Il va depuis avoir été conseiller, il me semble, environnement plus de Barack Obama. Lawrence Summers qui écrit ceci, c'est dans une note interne, juste entre vous et moi. La Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage la migration des industries sales vers les pays moins développés? La logique économique derrière le déchargement des déchets toxiques dans les pays aux salaires les plus bas est irréprochable et nous devons la regarder en face. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les produits toxiques, par exemple les tanneries, ce genre de trucs-là, bon, on les fasse faire dans les pays du tiers-monde, ou bien alors les déchets informatiques, les téléphones portables et tout ça, on le fait faire dans le tiers-monde, parce que si ça pollue les rivières, là-bas, ça coûte, il n'y a pas de loi là-dessus. Alors c'est dans une note de service qui est intitulée Good Environmental Practices, donc bonne pratique environnementale, datée elle aussi de la même époque, 1991, c'est-à-dire c'est le moment où ils forgent ce monde. Alors pour en arriver à l'actualité immédiate, à leur dernière invention, qui est ce qu'ils appellent l'encre de l'économie mondiale, hein, ce qui doit devenir l'encre, une espèce d'encre qu'on ne pourra plus déplacer de l'économie mondiale. C'est donc ce grand marché transatlantique. Hein. Le grand marché transatlantique, il naît un peu de la même manière que tout ce qui est né jusqu'à maintenant au niveau européen. Ça, on le raconte en long, en large, enfin, dans un livre qui s'appelle Faut-il faire sauter Bruxelles? Il y a 9 lobbies, Business Europe, AmCham EU, Transatlantic Policy Network et ainsi de suite, qui réunissent les plus grosses firmes. Et ces 9 lobbies forment une seule association, l'Alliance marchande pour un partenariat de commerce et d'investissement. Donc, aux côtés de ces multinationales, donc Airbus, BASF, Microsoft, IBM, Pfizer et tout ça, on trouve des élus. Des députés européens. Alors, il n'y a que 8% des membres du Parlement qui sont membres de cette alliance marchande pour un partenariat de commerce et d'investissement, mais ils occupent des positions clés dans un certain nombre de commissions. Hein. Ils sont présidents des commissions du budget, des affaires étrangères, des affaires économiques et monétaires, du marché intérieur et bien sûr du commerce international. Et là, on a un entretien. Michel Sapin, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur France Inter, il est interrogé par un auditeur qui réclame un référendum sur le grand marché transatlantique. Michel Sapin répond « Ça se discute, vous savez, au niveau de l'Europe, parce que c'est l'un des fondements de l'Europe, pas d'aujourd'hui, depuis sa création d'être un grand marché, qui permet à la fois aux personnes, aux marchandises, aux capitaux de circuler pour être plus efficaces. » Alors là, je dois dire que Michel Sapin a tout à fait raison, c'est même le fondement de l'Europe. Alors moi, il y a un truc qui je vais pinailler, mais dans le traité constitutionnel européen, par exemple, il était noté la libre circulation des capitaux des marchandises. D'ailleurs, il n'y avait pas les personnes, hein, libre circulation des capitaux et des marchandises. Mais alors, il y a un truc qui est important, c'est qu'il y avait une petite phrase derrière, c'était « y compris avec les pays tiers ». C'est-à-dire, l'objectif, c'était pas seulement, et c'est le cas de l'Europe depuis le début, d'avoir une liberté de circulation à l'intérieur de l'Union, mais aussi qu'il y ait le maximum de liberté de circulation à l'extérieur. Ça veut dire qu'il fallait que il faut que les capitaux puissent aller des Bahamas à Paris, de Paris à Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro à Varsovie, vous voyez, ça puisse circuler, y compris, et de même pour les marchandises, au maximum, pas seulement à l'intérieur de cette union, là Michel Sapin a raison, là où il a tort, où c'est pas exactement prévu comme ça, même si je pense que le ver est dans le fruit, comme on l'explique avec un entretien avec un intellectuel belge qui s'appelle Geoffrey Goens, le ver est dans le fruit de l'Union européenne depuis le début. Et là, Michel Sapin poursuit. Et l'Europe a très longtemps été plus efficace. Donc c'est l'Europe qui discute avec les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe en un jour? Non, c'est un processus très long. C'est un processus qui doit nous permettre d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique de pouvoir progresser, de pouvoir nous développer en bonne intelligence. Vous voyez? Bon, alors là, évidemment, quand on lui demande s'il faut un référendum, sur tous les sujets difficiles, il doit y avoir débat parce que les Français doivent pouvoir comprendre sur ce qui se passe. Trop souvent et depuis trop longtemps, ils ne comprennent plus les enjeux. Vous voyez? Le problème, ça serait qu'on ne comprendrait plus. Je pense que le problème sur quelque chose de cette nature-là, c'est qu'ils savent qu'on comprend trop bien.
Ils savent qu'on comprend trop bien et que le résultat aujourd'hui, il ne serait pas de 55% de non, il serait de 60, 65%, peut-être 70% de non. Et donc ils savent très bien, ils ne comprennent plus, ils ne comprennent donc plus les réponses qui sont apportées. Ça aussi, l'efficacité, c'est nécessaire. L'efficacité, vous voyez, évidemment, le libre-échange, et là au niveau mondial, non pas seulement au niveau européen, ne peut qu'apporter davantage d'efficacité.